Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose une petite incursion dans la littérature du XVIe siècle. Enfin, petite incursion dans un monde de géants quand même, puisqu'on va se pencher sur le deuxième roman d'un certain Alcofribas Nazier, abstracteur de quintessence. Ça ne vous dit rien? C'est parce que ce pseudonyme est en fait l'anagramme de François Rabelais, l'auteur de Pantagruel, ainsi que de l'œuvre dont je veux vous parler aujourd'hui. La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel. Ensemble, nous allons évoquer l'apparente vulgarité de l'œuvre, pour comprendre en quoi elle se trouve au fondement de la philosophie humaniste. En somme, nous allons en chercher le sens profond et donc essayer de suivre le programme de lecture annoncé par Rabelais dès son prologue. Par curieuses leçons et méditations fréquentes, rompre l'os et sucer la substantifique moelle. Pour explorer ensemble ce roman, je vais d'abord en résumer l'intrigue en 1 minute. Nous nous intéresserons ensuite à un thème essentiel de l'œuvre, à savoir l'éducation. Cela nous permettra de mieux comprendre enfin la fonction du rire et des sujets grossiers que vous retrouverez dans votre lecture. Alors, on se lance? C'est parti! Le roman s'ouvre sur la naissance, la jeunesse, puis l'éducation du géant Gargantua, dont l'amour pour la nourriture et les boissons est sans limite. Son éducation est d'abord gérée par Tubal Holoferne, dont les méthodes sont traditionnelles. Autrement dit, Gargantua apprend par cœur un tas de choses qu'il ne comprend pas. C'est évidemment un échec. Il s'abrutit et devient rêveur. Holoferne est exécuté et Gargantua est confié à Ponocrate, un humaniste. Il se rend alors à Paris où il sème la panique. Mais grâce aux exercices intellectuels et à l'hygiène que Ponocrate lui impose, Gargantua devient un érudit. Mais plus tard, une guerre éclate entre Grand Gousier, le père de Gargantua, et Picrocole. Grand Gousier souhaite négocier, mais les refus de Picrocole le forcent à mener cette guerre défensive. Gargantua est contraint d'y participer. Aidé par Frère Jean des Entomeurs, il mène sa troupe à la victoire. En récompense, Frère Jean est autorisé à fonder l'abbaye de Thélème, dont la devise est « Fais ce que tu voudras ». Les hommes et les femmes y vivent dans l'égalité, en harmonie et sans pauvreté. Vous l'aurez compris, l'un des thèmes essentiels de la première partie de ce roman, c'est celui de l'éducation. Les premiers chapitres semblent chercher à définir ce qu'est une bonne éducation, ce qu'elle transmet et comment, ainsi que le but qu'elle doit viser. Ce sujet est au cœur des préoccupations humanistes, qui sont extrêmement importantes à l'époque. Pour rappel, l'humanisme, c'est un mouvement intellectuel qui traverse l'Europe du XVIe siècle. Les fondements de ce mouvement sont plutôt optimistes. L'humaniste croit en le progrès. En fait, il a confiance en les capacités de l'être humain. Enfin, surtout en celles des hommes, pour être honnête. Ce mode de pensée s'appuie sur un rejet des conceptions morales, politiques et religieuses du Moyen-Âge et sur un retour aux textes antiques. Parmi les figures humanistes les plus connues, on peut citer Erasme, Montaigne, Léonard de Vinci et bien entendu Rabelais. Et nombreux sont ceux qui ont pris soin d'exposer leur point de vue sur l'éducation. Ainsi, selon la pensée humaniste, l'éducation permet d'exprimer le meilleur de notre nature. Elle devrait consister d'abord à observer l'enfant et à guider son hygiène de vie. Le but est d'encourager la curiosité et l'observation directe du monde par l'enfant. Viennent ensuite la lecture des textes anciens, puis la réflexion et la formation du jugement personnel à partir de ces textes. Or, l'éducation qui est d'abord prodiguée à Gargantua par Tubal Holoferne va à l'encontre de tous ces principes. Avant même d'avoir eu l'occasion d'observer le monde, Gargantua est confronté à l'apprentissage par cœur et à l'abstraction. Il est plongé dans un profond mépris du corps, qui est souvent considéré comme un héritage de la pensée médiévale. Pour lui, les conséquences sont désastreuses. Il ne comprend pas ce qu'il apprend et devient donc sot. Pire, il est comme étranger à son propre corps, ses besoins et ses envies. Il est incapable de se gérer. Pour Picrocole, par contre, le savoir semble être l'occasion d'un plaisir intellectuel intense. L'accès au savoir se doit d'être festif et de refuser la privation et la pénitence. Or, dans Gargantua, et plus largement dans l'œuvre de Rabelais, le rire est omniprésent. On parle parfois d'écriture dionysiaque. Cela souligne ses aspects exubérants, festifs, proches de l'ivresse et donnant son importance au rire. Dans Gargantua, le rire s'inscrit surtout dans la manière dont les corps sont traités. Le corps est évoqué au travers de ses besoins et de leurs manifestations. On nous parle d'hygiène, d'accouchement, d'urine et de défécation, d'appétit sexuel et d'excès de nourriture et d'alcool. Tous les tabous sont levés et le plaisir lié au corps n'est donc pas ignoré. Le ton et le vocabulaire employés sont tantôt extrêmement savants ou totalement orduriers. Tous les sens sont convoqués et les sonorités des mots
donne vie à des situations fantasques et presque gênantes parfois. Bref, vous l'aurez compris, Rabelais renforce et multiplie les décalages pour faire rire. Bon, prenons quelques secondes pour récapituler. Gargantua, c'est un roman humaniste qui parle d'éducation et qui prête à rire. Or, dans l'humanisme, l'éducation doit passer par le plaisir, la découverte et donc le rire. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, en écrivant Gargantua, Rabelais cherche en fait à éduquer son lectorat en l'amusant? En effet, Rabelais propose des pistes de réflexion sur la société idéale et sur la guerre. Le sujet de la guerre est abordé au travers des guerres picrocolines que le père de Gargantua est contraint de mener. Grand Gousier, c'est le modèle du roi pacifiste. Il fait tout pour éviter la guerre. Mais jusqu'où peut-on se laisser agresser sans se défendre? Pour Rabelais, rien ne sert de nier les ravages de la guerre. Mais parfois, elle semble inévitable, même pour les religieux, d'où le rôle du personnage de Frère Jean. Ainsi, à l'époque où François Ier et Charles Quint ne cessent de s'affronter, Rabelais aborde ce sujet qui devient donc extrêmement politique. Il permet de poser des questions essentielles. Quelles sont les qualités d'un bon souverain? Quelle est la bonne posture face à la guerre? Et existe-t-il une guerre juste? Un autre thème essentiel dans Gargantua, je vous l'ai déjà dit, c'est celui de la société idéale que l'on retrouve incarnée dans l'abbaye de Thélème. La vie menée au sein de cette abbaye est totalement éloignée de ce qui existe à l'époque. On y vit en mixité et en toute liberté. Loin du chaos, cette société est épanouie et solidaire. La religion est donc approchée de manière positive. Elle abandonne l'idéal de privation. Pour autant, l'abbaye est peuplée d'hommes et de femmes bien nés et surtout bien éduqués. D'où l'importance, rappelons-le, d'une bonne éducation. Vous voyez comme la boucle est bouclée? Gargantua devient ainsi le point de rencontre entre le rire et le savoir. Sa lecture permet d'exercer son esprit critique, d'imaginer un idéal et bien sûr de rire pour se consoler des difficultés de la vie. Rabelais nous montre alors qu'entrer dans une œuvre par le rire n'empêche en rien l'érudition et la réflexion. Sa propre soif de connaissance et de savoir est palpable d'ailleurs. Il maîtrise des vocabulaires extrêmement spécialisés et il enchaîne les références savantes dans son roman. Vous pouvez essayer d'y faire attention pendant votre lecture. En conclusion, Gargantua est donc un roman très riche, qui cache ses aspects savants sous un rire souvent gras. C'est parce que Rabelais s'oppose aux pensées austères. Il refuse le mépris du corps et la domination de soi et de ses besoins. Il préconise plutôt de chercher le plaisir dans l'assouvissement de ses besoins, et cela passe aussi par l'apprentissage. Cette approche du savoir par le plaisir va profondément façonner l'humanisme. Et si Rabelais aborde des questions qui sont aussi essentielles à son époque qu'à la nôtre, il nous montre surtout qu'aucun idéal n'est à prendre au sérieux, et que mieux est de rire que de larmes, écrire pour ce que rire est le propre de l'homme. Bonne lecture!